Chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles à la VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir, votre programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Au micro, vous êtes avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, Votre Santé, Votre Avenir s'intéresse à la santé des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. En Afrique, comme dans le reste de la planète, plusieurs enfants décèdent dès la naissance ou dans les 5 premières années de leur vie, selon le rapport 2015 de l'UNICEF. Dans cette édition, Votre Santé, Votre Avenir diagnostique la santé des tout-petits, leurs maladies fréquentes et les meilleurs moyens d'assurer leur suivi. Docteur Akiti Lukia. Il est important, dans la mesure du possible, que les femmes aillent en consultation prénatale, donc au CPN. Il est recommandé un minimum de 3 consultations prénatales. Expérimentées ou pas, les femmes et leurs nourrissons se font souvent assister par des sages-femmes. Le rôle de ces dernières est davantage utile en Afrique. Madame Laurence Montero. Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pédiatre dans tous les villages et les recoins. Or, si vous voyez, dans tous ces coins et recoins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, il y a des infirmiers. Et puis vers la fin de cette édition, nous vous donnerons la parole, chers auditeurs, pour adresser vos questions à un expert. Le docteur Amon Genkap est une fois encore au rendez-vous. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par quelques faits d'actualité. Nous parlerons du choléra qui fait de nouvelles victimes en RDC, de la lutte contre le sida au Sénégal et de la Société américaine du cancer qui s'inquiète de l'augmentation des cas de décès dus à cette maladie. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamed. Le choléra continue à faire des victimes en République démocratique du Congo. En effet, 10 personnes sont mortes en l'espace d'une semaine des suites de l'épidémie dans le sud-est de la RDC. La zone de santé de Kabalo dans la province de Tanganyika est en proie à une épidémie de choléra. Plus de 90 cas, dont 10 décès, ont été enregistrés dans la zone pour la seule période allant du 27 au 30 octobre 2016, a indiqué Florence Marshall, une porte-parole de l'ONU en RDC. Selon les acteurs humanitaires, cette flambée est consécutive au manque d'accès à l'eau potable, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces de cet immense pays dépourvu d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Cette année, sur 700 décès enregistrés sur l'ensemble du territoire dû au choléra, plus de 75% l'ont été dans les zones non endémiques selon l'OMS. Le choléra est endémique en RDC, mais il reste habituellement circoncis dans l'est du pays. Or, cette fois-ci, l'épidémie gagne l'ouest et longeant le fleuve Congo. Il a ainsi atteint Kisangani, importante ville du nord-est du pays, Mbandaka ouest et plus récemment la capitale Kinshasa où 2 morts au moins ont été enregistrés depuis le mois d'août. Lutte contre le sida au Sénégal, le Conseil national de lutte contre la pandémie fait son bilan. Après 2 ans de mise en œuvre, le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, vient de procéder à un bilan de son plan stratégique pour la période 2014-2017. Selon Safietou Tcham, la secrétaire exécutive du CNLS, le bilan de ce plan est satisfaisant car plus de 50% de personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviral. Toujours selon Madame Safietou Tcham, à ce rythme et avec la mise en œuvre de nouvelles orientations, l'objectif d'éradication du sida pour 2030 peut être atteint. Cependant, les défis restent énormes. Le CNLS veut entreprendre une plus grande innovation dans le dépistage, une plus grande couverture des populations infectées et une mobilisation accrue des ressources financières et logistiques. Avec 0,7%, le Sénégal fait partie des pays africains ayant un taux de prévalence nationale stable. D'après les dernières estimations de l'ONU-SIDA, 43 000 personnes vivent avec le VIH au Sénégal. 2200 décès liés au VIH ont par ailleurs été enregistrés en 2015 selon l'ONU-SIDA. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Et puis terminons ce tour d'horizon de l'actualité avec la Société américaine du cancer qui prédit une augmentation du nombre de décès dus à la maladie si rien n'est fait. 5,5 millions de femmes pourraient mourir du cancer chaque année à partir de 2030, soit 60% de plus par rapport à 2012. C'est ce que ressort d'un rapport compilé par la Société américaine du cancer
est rendu public lors du Congrès mondial contre le cancer qui a eu lieu à Paris, en France. Le rapport souligne la forte augmentation du cancer dans les pays à revenus faibles en raison du vieillissement de la population et de la hausse des facteurs de risque. Ainsi, selon différentes institutions présentes à ce congrès, 500 000 personnes meurent chaque année du cancer en Afrique. Toujours selon le rapport, la pénurie en matériel de radiothérapie, le manque d'accès au traitement et au dépistage sont des obstacles à la prise en charge efficace des victimes du cancer. La situation est préoccupante en Afrique. Il faut donc alerter les gouvernements africains, estime le professeur Sereng Magay Gay, urologue et président de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer. Pour le professeur Gay, il faudra accroître le plaidoyer pour que les gouvernements mettent en place des moyens de diagnostic et de traitement efficaces. Bon à savoir, selon l'OMS, les cancers figurent parmi les principales causes des morbidités et de la mortalité dans le monde. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à la maladie. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, selon un rapport 2015 publié par l'UNICEF, 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent par jour. L'Afrique noire a un taux de mortalité infantile plus élevé qui correspond à 12 fois la moyenne mondiale. La santé des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans est donc un sujet préoccupant. Quelles sont les maladies fréquentes chez les enfants? Que doivent faire les mamans pour réduire les risques de maladies? Pour répondre à toutes ces questions, Votre santé, votre avenir s'est entretenu avec le docteur Akiti Lukia. Elle est médecin pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon elle, la santé du futur bébé commence par un bon suivi de la future maman depuis sa grossesse. Ce que les femmes doivent savoir, c'est que la grossesse est un phénomène qui est naturel, mais qui peut apporter des problèmes, des risques pour les enfants à venir, des enfants qui vont donc naître. Donc il est important, dans la mesure du possible, que les femmes aillent en consultation prénatale, donc au CPN. Il est recommandé un minimum de 3 consultations prénatales pour toute femme enceinte. Et aujourd'hui, on sait que dans nos pays, on a facilité des choses avec le niveau primaire de prise en charge des personnes malades ou des femmes enceintes par la mise en place des centres de santé où il y a des personnes formées qui peuvent donc assurer également ce suivi. Donc on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans un hôpital de niveau tertiaire ou secondaire. Donc même dans un centre de santé, on peut donc faire le suivi d'une grossesse. Et donc je parlais des au moins 3 consultations prénatales. En général, la première, elle permet donc de dater la grossesse et d'éventuellement de voir si déjà à ce stade-là, il y a des facteurs de risque pour donc la grossesse ou le bébé à venir. Mmh. Alors la dernière consultation, c'est la plus importante. Durant cette consultation-là, il est recommandé de faire une échographie et éventuellement de voir s'il y a ces facteurs-là, notamment les infections maternelles, notamment des problèmes d'insertion du placenta ou des problèmes de grossesse ou de position du bébé, et voir des problèmes liés à la mère, notamment des maladies chroniques de la mère, notamment l'hypertension artérielle ou le diabète, qui pourraient influencer négativement un accouchement dans des bonnes conditions ou un bébé qui naîtrait et qui serait en bonne santé. Comment reconnaître qu'un enfant ou qu'un nouveau-né est malade? Y a-t-il des symptômes un peu communs pour les nouveau-nés à partir desquels une mère reconnaîtrait que son nouveau-né a un problème sérieux et qu'il faut qu'elle consulte un médecin? C'est ce qui est génial en pédiatrie. Un enfant n'est pas hypocrite. Quand il va mal, il y a des signes qui permettent de le déterminer. Mmh. Donc, un nouveau-né qui est malade, eh bien, il va, par exemple, pleurer de façon inexpliquée. Donc, les pleurs incessantes peuvent être un signe d'alarme pour les mères. Un bébé qui ne tète plus bien,
normalement, la succion de déglutition, elle est soutenue pour un bébé qui est en bonne santé. Donc, un bébé qui refuse de boire ou qui ne boit plus suffisamment, ça peut être un signe d'alerte pour les mères. Et un bébé qui présente de la fièvre ou d'autres signes, qui vomit, qui fait de la diarrhée, au pire qui convulse ou qui tousse de façon excessive, voilà les quelques signes qui peuvent montrer que ce bébé ne va pas bien. Un bébé qui change de couleur. Normalement, un nouveau-né est rose. Et du coup, si on trouve qu'un bébé, il est pâle ou il devient bleu, ce sont des signes anormaux. En ce moment-là, il faudrait qu'une mère aille consulter avec son bébé pour qu'on voie s'il y a un problème ou pas. En général, en Afrique, les problèmes les plus courants sont les problèmes liés à l'infection. L'une des grandes causes de mortalité néonatale, ce sont les infections materno-transmises. Et j'ai parlé tout à l'heure de la dernière consultation prénatale, et justement cette consultation a entre autres pour objectif de rechercher une infection urinaire, urogénitale ou autre chez la mère, surtout dans les 2 semaines qui précèdent l'accouchement. Alors, d'autres problèmes qui peuvent constituer un risque, un problème chez le nouveau-né et qui constitue une des grandes causes de mortalité, ce sont des causes liées donc à l'asphyxie. Donc un bébé qui ne pleure pas quand il naît, ce bébé-là qui va présenter des signes, il va changer de couleur, il va avoir une respiration un peu plus rapide et quand on va faire son examen neurologique, on va constater qu'il n'exécute pas bien certains réflexes, il est hypotone. Voilà, donc ça montre qu'un bébé ne va pas bien et des problèmes d'asphyxie chez la mère également, entre autres parmi les causes. On a des causes liées par exemple au placenta ou qui a saigné avant, qui était mal inséré, un bébé qui est né avec une circulaire du cordon, si ça n'avait pas été détecté, qu'on n'a pas pris des précautions pour vite faire sortir l'enfant, par exemple par voie césarienne, où il est né par voie basse et il a eu des difficultés à sortir, il est resté longtemps, le travail a pris du temps, voilà des causes qui peuvent donc causer une asphyxie et ces enfants-là donc constituent un grand risque pour le décès. Et alors, il y a une autre cause, la prématurité. La prématurité est une grande cause de mortalité néonatale aussi dans nos milieux. Des femmes qui font l'hypertension durant la grossesse, entre autres, donc ces mères-là ont un risque de pouvoir faire un bébé prématuré, de mettre au monde un bébé prématuré ou des grossesses gémellaires. Voilà toutes ces choses-là qui peuvent être gérées durant la grossesse et le bébé qui va naître, qui ne va plus présenter des signes normaux, qui va présenter ces signes anormaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sont des signes d'alerte. Il faut que les mères aillent vite en consultation pour faire voir leur bébé afin qu'on puisse détecter le problème qui a les prendre rapidement en charge. Est-ce qu'il y a des petits gestes ou des premières précautions à prendre quand une mère constate ces symptômes chez son nouveau-né? Oui, partant, allant des symptômes les plus simples. Par exemple, aujourd'hui, il y a des recommandations claires de l'OMS. Un enfant qui vomit abondamment, qui fait de la diarrhée, la chose la plus simple à faire, c'est de le faire administrer. Le sel de réhydratation orale, c'est fourni dans des petits sachets, une poudre qu'il faut diluer avec de l'eau, à coût réduit dans la plupart des pays ici en Afrique, ou même gratuitement fourni dans des centres de santé. Et ça, une mère peut faire à la maison ce mélange-là et donner à l'enfant. Donner de l'eau de riz pour calmer la diarrhée. En cas de fièvre, si la fièvre elle est modérée, qu'il n'y a pas de médicament tout de suite, le temps de l'emmener à l'hôpital, on peut prendre un linge, le mouiller et essuyer sur la tête de l'enfant, sur le tronc pour faire baisser la température. Alors voilà des petits gestes qu'on peut déjà appliquer à la maison avant d'emmener l'enfant dans un centre de santé pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Parlons justement de l'alimentation. On parle toujours de l'allaitement pour les nouveau-nés. Y a-t-il une autre alimentation qui serait adaptée à un nouveau-né ou à la mère du nouveau-né? Pour la mère, déjà durant la grossesse, il est recommandé de consommer un régime équilibré.
contenant tous les types de nutriments. Et ça, il ne faut pas aller chercher des aliments qui coûtent cher. Il faut voir localement ce qu'on a. L'important, c'est d'avoir des légumes, c'est d'avoir des repas qui apportent des glucides, du manioc, du riz, et à apporter également des protéines d'origine animale. Les personnes qui vivent à côté des rivières, des fleuves, ils peuvent avoir du poisson. Ceux qui habitent en forêt, ils ont de la viande. Voilà, avec ce qu'on a localement, déjà les mères, et consommer des fruits, parce que les fruits apportent des vitamines, des micronutriments qui apportent beaucoup de bien pour la grossesse, pour le bébé et pour elle-même. Parce qu'après, elle doit se préparer à allaiter. Et maintenant, les bébés, ce qui est recommandé dans le milieu, c'est l'allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois de vie. Le lait maternel, il est complet. Il apporte tout ce dont un bébé a besoin. En plus, il lui apporte la relation avec la mère, donc ça améliore cette affection materno-bébé, si je peux me le permettre. Et ça apporte également l'immunité, ça apporte à l'enfant des anticorps qui vont lui permettre de se protéger contre certaines maladies, du moins les 6 premiers mois, la période durant laquelle l'enfant est sous allaitement maternel. Mais après, à partir du 6e mois, il faut penser à la diversification chez le nouveau-né. Parlez-nous de l'allaitement des mères séropositives. Sont-elles permis d'allaiter? Si oui, dans quelles conditions? Alors, il y a des protocoles aujourd'hui, des guidelines au niveau de l'OMS, et chaque pays adapte selon ses moyens au niveau local. En tout cas, l'allaitement maternel, avec aujourd'hui les nouvelles recommandations, les mères VIH positives sont déjà dépistées durant la grossesse. Elles reçoivent directement un traitement, donc des antirétroviraux, durant la grossesse. Et lors de l'accouchement, il y a toute une série de mesures qui sont prises pour limiter la transmission du virus de la mère à l'enfant. L'allaitement maternel est conservé, mais l'enfant est soumis à une prophylaxie également dès la naissance, les 6 premières semaines de vie. L'enfant reçoit une prophylaxie pour limiter donc la transmission de la mère à l'enfant. Et là, on vise la transmission à l'accouchement et par l'allaitement maternel. Et à 6 mois, un examen est fait pour confirmer si l'enfant est infecté ou pas, dans les 6 mois en tout cas. Et si l'enfant est infecté tout de même, l'enfant est soumis à un traitement antirétroviral d'emblée. Mais il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'allaitement maternel apportait un risque, mais c'était un risque minime. Et lorsque ces précautions sont prises, le risque est vraiment très très réduit, plutôt que d'avoir un enfant né d'une mère séropositive, mais qui n'a pas les moyens d'acheter un lait infantile, de priver son enfant de l'allaitement maternel, mais cet enfant mourrait d'autre chose. Nécessairement, et le risque d'avoir des maladies diarrhéiques apportées par une alimentation non saine également peut tuer cet enfant bien avant l'infection à VIH. Mais ce qui n'est pas recommandé, c'est au début de faire une alimentation mixte, lait maternel et donner autre chose en même temps. Donc on garde le lait maternel jusqu'à 6 mois, on commence la diversification, mais en sachant que avant ce délai-là, l'enfant a eu le bénéfice d'être dépisté, et d'être mis sous traitement en cas de nécessité. Nous remercions le docteur Akiti Lukia pour son expertise. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Elles ont pour rôle d'assister les femmes depuis la phase de grossesse jusqu'à l'accouchement et la naissance. Elles, ce sont les sages-femmes. En Afrique comme ailleurs, elles sont d'une importance capitale pour conseiller les futures et les nouvelles mamans, dont certaines manquent parfois d'expérience pour prendre soin de leurs nourrissons. Madame Laurence Montero est de celle-là. Votre santé, votre avenir a recueilli son témoignage. Elle nous a raconté les difficultés rencontrées par les mamans et les sages-femmes. Je suis sage-femme cadre avec une spécialité échographie. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le public et maintenant j'exerce
en privé. Surtout dans ma localité, je suis dans une localité, dans une commune, et j'aide la population dans le domaine de la santé et je m'occupe de tout ce qui est conditions d'accouchement. Et on sensibilise la population à aller accoucher dans les maternités publiques, de ne pas accoucher à la maison. Dites-nous le travail que vous faites, en quoi il est bénéfique pour la santé des nouveau-nés. Lorsque les femmes accouchent à la maison, il y a beaucoup de décès. Le taux de décès maternel est élevé. Beaucoup de femmes meurent à domicile. Et en voulant accoucher à domicile, le temps de les transporter à la maternité, avec les routes qui ne sont pas accessibles, beaucoup de femmes meurent en route ou bien si nous sommes dans le cas des saignements, s'il y a hémorragie, avant que la femme n'arrive à l'hôpital ou bien elle arrive à la maternité, elle rend l'âme. Donc nous les sensibilisons. Aussi pour les nouveau-nés, lorsque les femmes accouchent à la maison, les conditions d'accouchement, surtout pour les nouveau-nés, pour éviter le tétanos et pour voir est-ce que cet enfant est bien né, est-ce qu'il peut sucer les seins de sa maman, est-ce qu'il répond bien au mouvement, nous nous occupons de tout ça. Comment la situation se présente maintenant? Est-ce que les femmes sont vraiment sensibilisées? Elles comprennent le fait qu'elles doivent aller accoucher dans des infrastructures sanitaires pour le bien fondé de leur bébé, de leur nouveau-né? Bien sûr, l'association que je dirige, c'est l'association des sages-femmes du Bénin. C'est notre credo. Il faut tout faire pour la santé, pour que les bébés et les mères puissent vivre et que les bébés puissent naître en bonne santé et que les mamans aussi sont en vie pour s'occuper des bébés. Actuellement, nous faisons assez de sensibilisation, mais vous savez très bien, les sensibilisations, ça ne doit pas s'arrêter. Au fur et à mesure, nous avons des jeunes femmes en âge de procréer qui ont besoin des informations, qui ont besoin d'être suivies du début de la grossesse jusqu'à la fin. Vous savez, il y a beaucoup d'analphabètes dans mon pays, le Bénin. Beaucoup de femmes ne savent pas lire ni écrire et beaucoup restent dans des villages. Elles ne comprennent pas. Donc, notre travail consiste à aller dans les villages et en parler aux femmes et surtout aux parents, aux vieilles pour qu'elles puissent autoriser les femmes à aller accoucher en maternité. Quel est votre constat? Est-ce que vos résultats sont positifs? Il y a moins de décès des enfants nouveau-nés? Bien sûr. Aujourd'hui, les sages-femmes au Bénin sont très bien formées. Ça, c'est des sages-femmes qui sont actuellement avec la licence. Elles sont très bien formées. Elles ont un prérequis, elles ont reçu une formation. Elles sont capables de prendre en charge dès la naissance les nouveau-nés et leur mère. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les décès aux nouveau-nés, ça a diminué. Maintenant, de 0 à 5 ans, c'est là où se trouve le problème. Parce qu'il faut voir avec toutes les maladies diarrhéiques, avec le paludisme, tout ça, c'est après. Mais dès leur naissance, les nouveau-nés, les sages-femmes et les pédiatres aussi. Mais d'abord, dès la naissance, parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pédiatre dans tous les villages et les recoins du Bénin. Or, si vous voyez, dans tous ces coins et recoins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, il y a des infirmiers. Avez-vous des contraintes ou des difficultés par rapport à ce que vous faites pour les nouveau-nés? La première difficulté, c'est que, dès que la femme accouche, si ça se passe bien, on touche du doigt, c'est bon. Mais quand il y a un peu de problème, c'est que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour s'en occuper. Il n'y a pas aussi les médicaments à portée de main. Il faut délivrer une ordonnance et les parents iront chercher l'argent, vont acheter les médicaments et revenir. Pendant tout ce temps, le bébé qui est en détresse peut nous fuir dans les mains, c'est clair. D'abord, les difficultés d'équipement, de matériel et puis les difficultés d'accessibilité financière au niveau des parents. Nous remercions Madame Laurence Montero, sage-femme, qui nous répondait depuis Cotonou au Bénin. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Vous êtes toujours aussi nombreux à nous contacter pour avoir des réponses à vos questions de santé. Voici venu le temps de vous donner la parole et surtout d'obtenir les réponses d'un spécialiste. Le docteur Armand Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Il répond à vos questions. Bonjour docteur. Alors, c'est qui nous appelle? Dites-nous votre nom, présentez-vous et c'est qui nous appelle? Moi, c'est Jean-Claude. Ok, Jean-Claude, vous nous appelez d'où? Je suis Burkina Faso. Vous nous appelez de Burkina Faso. Vous avez une question à poser à l'expert? Oui, bien sûr. Allez-y. Ok, maintenant, je voulais savoir, est-ce que les dates là, est-ce que c'est soignable? Parce que moi, je traite ça depuis, mais il y a toujours des taches sur ma peau. Et en plus de ça, chaque matin, quand je fais mon bain, mon corps la gratte au moins une quinzaine à 20 minutes comme ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est la nicotine qui est à l'origine de cela? Parce que moi, je fumais, mais j'ai essayé d'arrêter et je ne sens plus le truc là, les façons de gratter là. Je ne les ressens plus comme ça. Vous avez essayé... Je voulais savoir, est-ce que la nicotine est la cause? Si la nicotine est à la cause de la date. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé. Docteur Nguenkap est là pour vous répondre. Ok, je serai à l'écoute. Jean-Claude appelle du Burkina Faso et signale qu'il souffre de dartre. Il voudrait savoir si cette date est en rapport avec son tabagisme et notamment la nicotine puisqu'il fume. Il informe également que cette dartre lui procure énormément de démangeaisons. Ce que je peux dire à Jean-Claude, c'est que la dartre très souvent est en rapport avec des lésions cutanées bénies sous forme de multiples petites plaques qui blanchissent assez souvent au soleil. La dartre a soit une origine mycosique, à savoir un rapport avec des champignons. Son évolution est tout à fait satisfaisante puisque très souvent la guérison est spontanée. Il signale beaucoup de démangeaisons qui accompagnent cette dartre-là. Il faudrait savoir si on est réellement en présence d'une dartre et non d'un eczéma parce que la dartre, très souvent, les lésions de dartre, très souvent, ne démangent pas, contrairement à ce qu'il affirme. Mais c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'il puisse consulter un médecin, sinon un dermatologue, pour faire le diagnostic précis, savoir si on est en présence d'une dartre ou si on est en présence tout simplement de lésions de type eczéma, qui peuvent être en rapport avec une allergie par exemple. Et en attendant, il est souhaitable qu'il puisse entretenir, du moins lutter contre la sécheresse de ces lésions en utilisant une crème hydratante. Quant à savoir si les lésions de dartre qu'il présente ont un rapport avec la nicotine, il faut savoir que tout ce qui provoque une sécheresse cutanée peut entretenir les lésions de dartre. Et à ce sujet, le tabagisme peut effectivement entretenir les lésions de type dartre s'il s'avère qu'il a effectivement de la dartre. Mais en dehors de ce phénomène de sécheresse cutanée, la nicotine, le tabagisme ne provoquerait pas la dartre puisque très souvent la cause initiale est une infection par un champignon. Voilà ce que je pouvais apporter à Jean-Claude qui appelle du Burkina Faso concernant sa question sur son problème de dartre associé parfois à un problème de nicotine puisqu'il est également tabagique. Merci docteur. Votre santé, votre avenir touche à sa fin. Nous avons consacré cette édition à la santé des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans. Avec le docteur Akiti Lukia, médecin pédiatre, nous avons analysé les maladies fréquentes et exploré les pistes pour une meilleure santé infantile. Et depuis Cotonou au Bénin, Madame Laurence Montero, sage-femme, a témoigné sur leur profession quant au suivi optimal des enfants. Et Dr Armand Nguenkap était au rendez-vous pour répondre à toutes vos questions de santé. Nous leur disons merci. Ont collaboré à cette édition Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité et Zainab Abdelrahman était à la console. Michel Joseph assurait la réalisation. À la présentation, nous étions avec Rosine Mounezero et moi-même, Mohamedou Oumfa. N'oubliez surtout pas, d'ici la prochaine édition, de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.